Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là pour ce nouvel événement en ligne. Aujourd'hui, nous accueillons Alternatiba pour l'événement Nous ne respirons pas le même air, pollution de l'air et justice sociale. Et nous avons avec nous Sophie Pérou de l'Alliance européenne Health and Environment Alliance, autrement dit IL. Sandra Cerquera, qui est parent d'élèves et mobilisée contre la pollution de l'air. Et Olivier Blond, qui est président de l'association Respire. Mais avant tout, je tenais à prendre quelques minutes pour vous présenter la base, donc qui nous accueille aujourd'hui sur son Facebook Live. Donc la base, c'est un bar associatif qui normalement peut nous accueillir 24 heures, presque 24 heures sur 24, mais surtout 7 jours sur 7. C'est un endroit qui se trouve dans le 10e à Paris. Et c'est surtout un espace convivial et public qui nous permet normalement de venir boire un verre, écouter un concert, mais surtout assister à une conférence. Et c'est un endroit où on peut créer des liens, créer des échanges, des synergies et trouver des personnes avec qui s'engager. Donc la base, ça a été créé en 2019 en partant du constat que de plus en plus de personnes voulaient s'engager mais ne savaient pas comment. Donc ça a été créé pour accélérer la mobilisation citoyenne pour le climat et la justice sociale. Et pour parvenir à ça, la base s'est fixé plusieurs objectifs qui sont aujourd'hui concrétisés autour de 2 espaces. Donc, à l'étage, on va avoir un espace de coworking où plusieurs associations et mouvements se retrouvent, parmi lesquels Alternatiba, ANV COP21, Faire un monde équitable, le Consulat, le mouvement, Utopia, Notre Affaire à tous, Nature Rights, Partager c'est sympa et 350.org. Donc tout ça, voilà, c'est des organisations qui sont à l'étage. Ils ont un espace de coworking, des bureaux, des salles de réunion et des espaces de stockage. Mais en plus de ça, on a au rez-de-chaussée un bar qui va permettre d'organiser des événements gratuits toutes les semaines pour sensibiliser, informer et former les futurs acteurs de la mobilisation. Donc tout ça, ça a permis aujourd'hui à la base de devenir une véritable communauté qui regroupe aujourd'hui des dizaines d'associations, des centaines de bénévoles, mais aussi des milliers d'adhérents. Et tout ça, ça a permis à la base de participer à l'émergence de projets comme Super Local, d'épauler des actions de désobéissance civile comme Bloquons la République des pollueurs, qui avait permis à l'époque de bloquer 4 tours à la Défense, mais aussi de soutenir des dizaines de mobilisations telles que la Marche du siècle, qui avait réuni 100 000 personnes en 2019, ou la Marche pour le climat, qui a eu lieu il y a quelques semaines. Mais aujourd'hui, comme lors du premier confinement, la base est fermée, et ce depuis plusieurs mois. Donc, on perd énormément d'argent, étant donné qu'on gagnait 40% de nos revenus grâce au bar. Grâce à vous qui veniez à nos conférences et qui prenez un verre au bar. Aujourd'hui, c'est un revenu qu'on a pu. Donc, si vous aimez bien ces conférences, si à la fin de la conférence, vous êtes satisfait, si vous avez appris des choses, on vous demandera d'aller sur le site labase.paris/don et de nous donner ce que vous auriez dépensé dans votre verre au bar. Merci à toi pour ton soutien. Et maintenant, je passe la parole à Vincent qui va animer cette soirée en compagnie de Meider. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être présent pour ce premier live. Merci à Laurine pour cette introduction. Comme vous l'a présenté Laurine, donc Alternatiba, c'est un mouvement citoyen non violent engagé pour le climat et la justice sociale. Et Alternatiba Paris a créé, en collaboration avec d'autres organisations, une campagne qui s'appelle La rue est à nous, que j'ai la chance de coordonner. Et cette campagne s'est créée sur le constat que aujourd'hui le partage de l'espace public est vraiment problématique, avec plus de 50% de l'espace public, notamment à Paris, qui est dédié à la voiture. Et tout un tas de problèmes de pollution de l'air, entre autres, qu'on va pouvoir évoquer ce soir. Et donc cette conférence, cette table ronde plutôt, c'est la première table ronde d'une série de tables rondes justement autour de la question de la pollution de l'air qu'on a voulu organiser pour pouvoir traiter de ce sujet. Et du coup, je vais laisser Meider, qui va co-animer avec moi cette table ronde, vous détailler un petit peu plus tout ça. Merci beaucoup.
Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Maïder, je suis aussi membre d'Alternativa et de la coalition La rue est à nous que Vincent vient de vous présenter. Donc, pour cette première conférence intitulée Nous ne respirons pas le même air, pollution de l'air et justice sociale, nous parlerons de la pollution de l'air en Île-de-France, surtout celle liée au transport, même s'il existe évidemment d'autres sources de pollution, mais en Île-de-France, la pollution est aux alentours de 68% liée au trafic routier et au transport. Donc, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire d'aborder. Pour vous donner quelques chiffres, la pollution de l'air, c'est 7000 morts prématurées en Île-de-France chaque année en 2016. Un coût estimé à 200 000 euros par minute et la plupart des établissements scolaires en Île-de-France qui dépassent ou sont juste en dessous des seuils de pollution de l'air fixés par l'OMS. Bon, il y a des évolutions qui sont en cours, on l'a vu avec les mobilités douces, notamment le vélo pendant la crise du Covid, mais la voiture reste prédominante et les concentrations de polluants, de particules fines restent très régulièrement au-dessus des valeurs limites fixées par l'Europe. À travers cette table ronde, on a donc souhaité aborder la question de la pollution de l'air sous plusieurs angles, son impact sur la santé, dont on va discuter notamment avec Sophie Pérou, le lien entre la pollution de l'air et la justice sociale, qu'on aura le plaisir de discuter avec tous nos intervenants, et on abordera enfin la situation particulière des écoles, puisqu'on a le plaisir d'avoir une parent d'élèves mobilisée à Paris. Donc pour parler de tout ça, comme on l'a déjà évoqué, nous avons Sophie Pérou, qui est coordinatrice de plaidoyer pour l'ONG HEAL, pour la Health and Environmental Alliance, qui travaille sur le lien entre santé et environnement, notamment la pollution de l'air. Olivier Blon aussi est parmi nous, directeur général de Respire, qui est une association nationale qui milite pour l'amélioration de la qualité de l'air. Parmi les missions et les travaux de l'association effectue un travail de cartographie des écoles polluées en Île-de-France, un travail de plaidoyer et plus récemment, Respire a créé et mis à disposition des capteurs pour mesurer la pollution de l'air très localement et autour de zones sensibles. Enfin, nous avons Sandra Cerquera, qui est parent d'élèves mobilisés contre la pollution de l'air autour de l'école Lesseps dans le 20e arrondissement, qui nous parlera de son combat, des obstacles auxquels elle fait face et des potentiels leviers d'action. Merci à toutes et à tous d'être là. N'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure dans le chat et on les prendra au fur et à mesure, on essaiera, ou alors à la fin, on aura un temps dédié à vos questions. Et pour commencer, pour introduire un petit peu cette table ronde, on a eu la chance d'avoir le témoignage de Rosamund Adou Kissidebra, qui est une maman anglaise dont la fille Ella est décédée le 19 février 2013 à l'âge de 9 ans. Et le 30 novembre dernier, la justice anglaise a enfin reconnu la pollution de l'air comme cause de son décès. Donc c'est quelqu'un qui s'est battu pendant toutes ces années pour faire reconnaître ça par la justice et donc elle a accepté et on la remercie beaucoup pour ça de nous présenter son témoignage, un petit peu pourquoi elle se bat depuis tout ce temps-là et qu'elle continue encore de le faire. My name is Rosamund Adu Kissidebra. I'm a clean air advocate and I am also the founder and director of the Ella Roberta Family Foundation, which was set up when my daughter initially passed away from a severe asthma attack. The aim of the foundation was to educate the public about the dangers of asthma, because in the United Kingdom, 1.1 million children a year die from asthma. I would say that I think up to 65% of the pollution will come from emissions, i.e. transport. There are other forms of air pollution, construction, wood burning, for instance, farming, ammonia. When I say the impact on health, so I always like to talk about exposure, because exposure is something that I believe activists need to be aware of. And that is what people are breathing in every single day and the impact it actually has on their bodies. It basically has a detrimental impact on all the organs on the body. There have been studies that have now shown that people who do not smoke or people who live closer to busy roads, they have a 10% more chance of having lung cancer. We've established the link with asthma, as Ella's case
showed, and it is linked to things that miscarriages, low birth rate, diabetes, obesity, and obviously I need to mention COVID, because in areas of high air pollution, there have been more COVID deaths. So it has a catastrophic impact on our health, and I would say that it starts from cradle, from the beginning to the grave, because if you get things like asthma, it is not curable and you will have to live with that for the rest of your life. To what extent can we speak of social injustice when it comes to air pollution? Inequality in health, it is massive. Again, that's something that I came to learn as time went on. So what came to my attention is the whole fight of environmental justice. And again, I'm even embarrassed to say now, this wasn't something I was aware of in the beginning. And it's not, we do focus on race, but it's not just race. It's about class. It's about social economic. It's really odd to try to think that you've got different air in different places, but that's how it works. Do we really breathe the same air? Absolutely not. It's amazing, isn't it? But we don't all breathe the same air. If you live near a road that is busier, obviously you're going to be more impacted to the level of traffic on that road. And also diesel cars, they have a huge impact on there. So sadly, I can't say we all breathe the same air. And these people need people to fight for them. I've been very clear. So you need to bear that in mind when you're fighting for them, because when you are worrying about what food you've got on the table, unfortunately, you don't have the energy left to be fighting about the air you breathe. There might be more pressing issues like housing, food, clothes. So the air you breathe, sadly, is further down the line than these other issues that people have to worry about. Schools and children, really, in the UK, I can talk about is over the years, journeys that people used to walk years ago. We are really reliant on cars in the UK. I think we have about 28 million. And unfortunately, and I sort of say this, is even short journeys, people have been taking their cars instead of walking or cycling. It doesn't surprise me that in the UK, we have an obesity problem when you compare us to the rest of Europe, where you are. And one of the things, or one of the bad habits over here we've had is people leaving their engines running outside of schools. If you haven't already started campaigning against this, I would advise you to campaign against all this with your might, is to get parents in the school to be made aware of this issue, because the pollution, when you leave your engine running, the pollution in the area can go up between 50 to 65% in that area. So it will be affecting all the children. What would be my advice to activists? Raising awareness is key. Education is absolutely key. It is very important to educate people in communities. People in communities like to have control over what is happening, and rather than they feel that they're having something done to them. That's very important. You need to work with communities for them to understand that some of their poor health is due to some of the choices they have made or where they live. And I think going forward, one of the things I was picking up in New Zealand is the government there encourages citizens to do their own monitoring. So again, if you explain to people or if you show people how filthy the air is, they tend to respond. And a way around that would be to monitor the air in communities and to explain to people why these measures need to be brought in. Then people will come on board. People, whether you're rich or poor, one of the things I've learned is people care very much about their children. And if there's something people can do before it's too late, then they need to take whatever action is necessary. And to finish, what would I say about Ella's story and Ella's life? Ella's story will show us how you can have an incredibly fit and healthy child 1 minute
and the next minute they can become pathetically ill. We need to get rid of diesel as soon as possible, and that's all diesel. And the fact that people are dying is not acceptable. It is everybody's right to breathe clean air, and this is something we are working towards after my daughter's inquest, that United Nations will adopt this. It is everyone's human right. In the same way we've campaigned for years over clean water, it is everyone's right to drink clean water. The same has to be said for air. If you think 8.8 million deaths every year is an astronomical amount, and I think there needs to be all across the world public health campaigns. So thank you for having me, and continue to fight the good fight. Continue to hold your governments accountable, because they have a statutory duty to monitor the air. So as activists, you need to make sure they are doing it and they are letting the public know the state of the air they are breathing. And 2040 is not acceptable time to be getting rid of the combustion engine, because here in the UK, every year, or in London, I might add, rather than the UK, up to between 8 and 12 children die every year. So can you imagine? I am relieved the government is now given the date of 2030, and I think France needs to move in line with the rest of the world. Really, it's embarrassing the amount of diesels you have. 2030 is even quite a long way, 9 years away, but 19 years away is not acceptable, and the people of France deserve better. So thank you again for having me. Alors, Sophie, si tu veux rebondir sur cette vidéo, donc Rosamund en dit déjà pas mal sur les causes et les conséquences dramatiques que la pollution de l'air peut avoir, mais est-ce que tu pourrais nous parler déjà un petit peu plus de ton organisation, l'ONG, et des impacts de la pollution de l'air et aussi les leviers d'action que tu voulais aborder? Merci beaucoup, Maïder. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Donc moi, je suis Sophie Perroux, je travaille pour la Health and Environment Alliance, l'Alliance pour la santé et l'environnement, qui est une ONG européenne. Et en fait, juste pour me présenter brièvement ce que nous faisons, donc nous rassemblons en fait des organisations dans pas mal d'États membres et aussi des organisations européennes de santé qui travaillent sur la santé, la prévention en santé contre les pollutions environnementales. Donc, parmi nos membres, on a des médecins, on a des patients, on a aussi des mutuelles, tout un tas de personnes qui, au quotidien, se battent pour améliorer la santé. Alors, ce que je voudrais faire, si c'est d'accord, c'est de partager cette petite présentation avec vous. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous la voyez? Ok, super. Alors, juste déjà pour rebondir sur ce que vous venez d'entendre, je ne sais pas si vous connaissez cette femme, mais cette femme, elle est vraiment, vraiment une star, en fait, dans la lutte pour la pollution de l'air. Parce qu'il faut bien comprendre que cette femme a perdu son enfant et que malgré ça, pendant son travail de deuil, elle s'est quand même battue et elle s'est quand même battue pour gagner pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres gens. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important d'avoir conscience qu'en fait, bah oui, c'est possible en fait de gagner des batailles. Ça demande beaucoup de conviction parce que voilà, et ça amène des résultats très concrets. Alors, elle vous a parlé, Rosamund, effectivement des impacts sur la santé, certains d'entre eux. Alors, ce qu'on va redire maintenant pour que ce soit bien clair pour tout le monde est peut-être en français. Alors, je suis désolée, ma présentation elle est un peu bilingue, elle est un peu en anglais, un peu en français, vous verrez. Mais oui, la pollution de l'air, c'est en fait une multitude de polluants qui se mélangent et qui se recombinent et qui viennent dans nos organismes alors qu'on ne les a pas invités du tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Eh ben en fait, ils vont affecter la santé respiratoire très clairement, mais aussi, et on le sait un peu moins souvent en général, notre système circulatoire, notre système sanguin, et donc la santé cardiovasculaire aussi. La pollution de l'air, ça mène également à des cancers, elle est aussi associée à du diabète, à de l'obésité. On se rend compte aujourd'hui que les impacts de la pollution de l'air, ça se fait sentir dès le stade fœtal. Parce que malheureusement, la barrière placentaire n'est pas forcément protectrice suffisamment. Les polluants arrivent jusque-là, vous imaginez. Et ce que l'on commence à découvrir aussi, c'est qu'en fait, la pollution de l'air peut aussi avoir un impact sur la santé mentale.
Voilà, donc on est en pleine pandémie, donc je pense qu'on ne va pas en rajouter, on ne va pas charger la barque plus que ça. Si vous avez besoin de faire des recherches, vous trouvez vraiment une multitude d'études, il y en a tous les jours qui sortent, c'est absolument terrible en fait, parce qu'on se rend compte que plus on cherche, plus on trouve, et plus on se rend compte que les impacts sont en fait vraiment graves. Alors moi, ce dont j'aimerais vous parler, c'est pas tellement des impacts de la pollution de l'air, mais des impacts de la politique de prévention sur la santé. Parce que la politique, c'est bien de ça dont il s'agit. Il y a des solutions et on va vraiment, je pense, être tous collègues en fait à la fin de cette conférence pour gagner. Alors, de quoi j'aimerais vous parler particulièrement, c'est du fait qu'il n'y a pas en fait d'endroit safe. Il n'y a pas d'endroit safe contre la pollution de l'air, parce que la pollution de l'air, c'est bien connu, elle se balade. Et ce que je vous montre là sur cette carte, c'est une carte de l'Agence européenne de l'environnement qui vous montre quotidiennement, heure par heure, vous pouvez complètement avoir accès à ça, qu'est-ce qui se passe au niveau d'un certain nombre de polluants que les gens respirent là où vous êtes. Et en fait, vous voyez sur cette carte, c'est assez flagrant. Bon, c'est pas aujourd'hui. Je me suis dit, je vais pas leur montrer aujourd'hui, comme ça ils vont dire c'est passé, c'était il y a longtemps. C'était le mois dernier. En fait, on se rend compte que il y a des endroits très très critiques et la carte est toute rouge, comme vous le voyez. Elle est pas toujours comme ça, je vous rassure, mais ça, c'est pas acceptable. On ne peut pas accepter ça. Alors, la pollution de l'air, elle a deux caractéristiques très 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 fortes. La première, c'est que c'est malheureusement le premier facteur de risque environnemental pour la santé. Donc voilà, c'est tout en haut du podium. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, il y en a quand même une, c'est qu'elle est très très largement évitable. Et elle est évitable, pas chacun dans notre coin, parce que c'est pas un choix qu'on fait, c'est pas des choix individuels, elle est évitable grâce à des politiques de prévention. Et donc le chiffre que j'aimerais vous partager aujourd'hui et qui est celui contre lequel on doit absolument se battre, c'est 400 000 décès prématurés en Europe par année. Vous imaginez. Donc ça, c'est juste pas acceptable et on ne l'accepte pas et on va changer ça. Alors je vais vous montrer un petit peu comment on s'y prend. Parce que la pollution de l'air et ses impacts sur la santé dépendent en fait en grande partie des normes qu'on s'est fixées en tant que société. Et donc, ce que vous voyez sur ce tableau, c'est juste une petite partie des polluants qui sont encadrés par l'Union européenne, par les directives européennes. Donc, les directives en question, c'est important de le savoir, c'est au niveau européen que ça s'encadre, ces polluants. C'est les directives donc sur la qualité de l'air ambiant. Et ce que vous voyez sur la première colonne, c'est la directive européenne actuellement en vigueur. Et sur la colonne de droite, ce que vous voyez, c'est les recommandations de l'OMS pour les mêmes polluants. Et là, je vous ai juste choisi quelques polluants qui sont ceux dont on parle le plus souvent quand on parle notamment du trafic, mais pas que, et aussi la combustion dans le chauffage et autres. Et donc ça, c'est les particules fines, les particules, donc les PM2.5, les PM10 et les NO2 qui sont liés particulièrement au trafic. Et ce que vous voyez, c'est qu'en fait, l'Europe ne suit pas les recommandations scientifiques de l'OMS. Nos normes actuelles sont beaucoup, beaucoup trop laxistes par rapport aux recommandations de la science. Et ça a des conséquences qu'on paye avec notre santé, absolument chaque personne. Donc, ce que vous voyez aussi, c'est que, par exemple, pour les PM2.5, on n'a même pas aujourd'hui, au niveau européen, de valeur limite par jour, en fait. Donc ça, c'est un énorme manque qu'il faut absolument combler. Et donc, c'est comme ça que je vais vous emmener vers comment on s'y prend et pourquoi maintenant, c'est un moment particulièrement bienvenu pour faire cette conférence. Alors, donc, ce que vous voyez là, en fait, je vous invite à regarder juste les petits bonhommes, les petits bonshommes rouges et bleus. Et ça va vous montrer la différence de protection qu'on pourrait avoir en Europe si on appliquait les recommandations de l'OMS. Donc, colonne de gauche, vous voyez les limites actuelles et vous voyez qu'en fait, l'exposition des personnes dans les villes notamment, au-dessus des seuils européens, c'est donc les chiffres que vous voyez là, sur la colonne de gauche. Mais sur la colonne de droite, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, beaucoup, beaucoup plus de gens sont exposés aux seuils qui sont donc fixés par l'OMS, qui sont des recommandations. Évidemment, tout le monde voudrait que on soit beaucoup mieux protégé et donc beaucoup plus en ligne avec ce que nous recommande l'OMS. Cependant, ce qu'il faut bien aussi savoir, c'est que les recommandations dont je vous parle de l'OMS, elles datent de 2005. Autrement dit, elles sont complètement dépassées par ce que la science a trouvé depuis.
Et l'OMS elle-même est la première à le reconnaître puisque très très prochainement, en fait, elle va publier des nouvelles recommandations et c'est un scoop absolument pour personne. Personne ne s'attend à ce qu'elle soit plus laxiste, bien au contraire. Donc ça, c'est ce qu'on verra plus tard. Je ne peux pas vous en parler puisqu'elles ne sont pas encore publiques. Cependant, pourquoi il y a de bonnes raisons d'être optimiste parce que bon, on parle beaucoup de morts en ce moment, donc voilà, j'ai choisi de pas plus que ça faire le focus là-dessus, mais je me suis dit c'est peut-être le moment d'avoir un peu d'espoir, et l'espoir, il peut tout à fait venir de Bruxelles et de Paris, et vous allez comprendre pourquoi. De Bruxelles dans un premier temps. Alors parmi toutes celles et tous ceux parmi vous qui ont voté aux dernières élections européennes, eh bien félicitations parce que vous avez envoyé à Bruxelles un exécutif européen beaucoup plus ambitieux que le précédent, et notamment avec son pacte vert. Donc le pacte vert qui date de décembre 2019, ça nous paraît il y a hyper longtemps, c'était avant la pandémie. Pourtant ça a bien eu lieu, et donc en décembre 2019, l'Union européenne s'engageait, et notamment la Commission européenne s'engageait à réviser les directives européennes qui encadrent les polluants dans l'air, ceux que je viens de vous montrer. Et elle s'est engagée à les réviser pour les aligner plus près des recommandations de l'OMS. Bémol, pour la communauté scientifique et surtout la communauté du soin et de la santé, plus près, ça ne nous suffit absolument pas. Nous, ce qu'on veut, c'est un alignement complet. Donc, c'est là-dessus que je vous invite à nous rejoindre et vous allez voir comment on va faire. Déjà très bientôt, on va voir apparaître au niveau européen ce qui s'appelle le plan d'action zéro pollution. Déjà, pour bien comprendre, l'idée d'avoir zéro pollution, c'est quelque chose de nouveau au niveau européen. Et alors en anglais on dit un narratif, donc c'est un cadre de pensée et de mise en œuvre des politiques publiques qui est tout à fait nouveau et très intéressant parce que ça fixe des objectifs qu'on n'avait pas avant. Et zéro, eh ben ça veut dire zéro. Voilà, donc c'est là-dessus qu'on veut aller. Et ce plan d'action va concerner l'air, les sols et l'eau, et il va être publié normalement le 18 mai. Donc on verra un petit peu plus tard comment ça se passe. Mais ça, c'est très important parce que c'est en train de se passer maintenant. Donc il y a beaucoup de bonnes nouvelles possibles qui viennent de là. Maintenant, très spécifiquement sur les directives européennes sur la qualité de l'air, ce qu'on veut évidemment, c'est réduire drastiquement le nombre de morts prématurées par an, mais pas que. On veut aussi réduire l'incidence, la morbidité, parce qu'il y a la mortalité dont on parle beaucoup, mais il y a la morbidité, et la morbidité, c'est en fait donc le poids des maladies que les gens développent à cause de la pollution de l'air. Et pour y arriver, une clé vraiment accessible et majeure, c'est d'aligner complètement les standards européens, donc je vous ai montré tout à l'heure, sur les dernières données scientifiques. Et notamment, ça va vouloir dire qu'on doit couvrir encore plus de polluants que ce qu'on couvre aujourd'hui dans la législation européenne. Donc ça, c'est le premier point, mais ça suffit pas, parce que c'est bien gentil d'aligner sur ce que demande l'OMS, encore faut-il le faire vite. Parce qu'on n'a pas le temps, en fait. Donc, ce qu'on demande aussi, là, c'est que ce soit fait d'ici les prochaines élections européennes. Parce que, comme vous le savez, vous êtes tous au courant que les personnes qui sont élues, elles doivent rendre des comptes. Et donc, pour les prochaines élections européennes, on aimerait bien les voir rendre des comptes sur cet engagement-là. Donc ça, c'est vraiment le chemin qu'on s'est donné et qu'on vous propose de rejoindre avec nous. Et pourquoi il y a des raisons de se réjouir encore plus sur ça, c'est que très récemment, c'est-à-dire il y a 2 semaines, je pense, le Parlement européen, donc que vous avez envoyé à Bruxelles grâce aux élections européennes, parce que c'est quand même concret, a voté un rapport qui demandait exactement ce dont je viens de vous parler, qui demandait un alignement complet des standards européens sur les normes recommandées par l'OMS. Ça, c'est quelque chose de nouveau aussi et de très important parce qu'on va pouvoir vraiment se baser là-dessus. Et la chose, je pense, à vraiment garder en tête sur cet événement, parce que pour nous, c'était vraiment un événement, c'est qu'en fait, les politiques de tous bords ont rejoint cet appel. Donc, en fait, il n'y a pas de clivage politique sur on veut un air de meilleure qualité. C'est quelque chose qui emmène tout le monde. Donc, en fait, de plus en plus, ça devient un sujet aussi rassembleur, si j'ose dire, que le changement climatique, l'action contre le changement climatique. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le Parlement européen. Maintenant, et c'est là que je vais vous renvoyer la balle, quid des États membres? Là, aujourd'hui, on est en France. La France va avoir un rôle majeur, puisque, comme vous le savez peut-être, les normes qui s'appliquent en France, qui ont été décidées à Bruxelles, en fait, c'est quoi Bruxelles? Bruxelles, en fait, c'est votre gouvernement et le gouvernement des autres États membres qui se sont réunis ensemble et qui ont fait des compromis. Donc,
position officielle de la France dans la révision de cette directive. J'espère que je ne vous ai pas encore perdu. Je sais que c'est l'heure de l'apéro et que c'est un peu technique, mais quand même, la position de la France, c'est ça qui va changer énormément de choses et vous pouvez avoir un impact sur cette position-là en faisant pression sur le gouvernement. Et oui. Et d'autant plus que le gouvernement français aura quelque chose de très particulier à faire, c'est qu'il aura à présider le Conseil européen pendant la première moitié de 2022. Et ça, je vous rappelle que c'est pendant les élections présidentielles en France. Donc, en fait, ça va être une période vraiment cruciale parce que ça va être le moment d'amener la question de la prévention de la pollution de l'air sur la scène européenne via les élections françaises. Et ça, c'est tout à fait possible et tout à fait gagnable. Et pourquoi c'est important de le faire dès maintenant et de vraiment, vraiment pousser pour que la France s'exprime publiquement sur ce que je viens de vous dire, donc un alignement complet, c'est que la proposition de révision législative dont je viens de vous parler, elle est attendue juste après. En fait, elle est attendue juste après la fin de la présidence française. Donc, la France peut complètement pousser pour que l'Europe aille beaucoup plus loin. Alors, je vous rappelle au passage quand même que la France fait partie, malheureusement, de la majorité des États membres qui ne respectent même pas encore aujourd'hui les standards actuels qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas du tout protecteurs, ne sont pas du tout suffisamment protecteurs. Alors, pour terminer là-dessus, une chose très très simple que vous pouvez faire déjà, c'est simplement vous joindre à la pétition qu'on a lancée parce que c'est une pétition qui va nous suivre pendant tout le processus. Donc là, je vous ai mis le lien ici, mais il y a une autre chose que je vous invite à faire, c'est en fait, si vous avez des luttes locales pour changer le niveau de polluants dans l'air, racontez-le et racontez-le nous, parce que nous, on a besoin de vos histoires pour les amener, de vos histoires, de ce que vous vivez en fait, pour les amener au niveau européen. Juste pour vous donner un exemple très concret, Rosamond, que vous venez d'entendre, était la personne invitée par absolument tout ce qu'il y a de plus actif au niveau européen pour la qualité de l'air à la fin de l'année 2019. Elle a été invitée comme la personne vraiment qui a raconté l'histoire à des ministres, en fait à l'ensemble des ministres ou des ministères europééens en charge de l'environnement. Et donc, c'est ces gens-là qui ont besoin d'entendre ces vraies histoires qui existent concrètement pour que ça n'arrive plus, que ça n'arrive plus jamais, parce qu'il y a une chose qui est claire, c'est que ce qu'on veut, c'est que personne plus jamais ne meure à cause de la pollution de l'air. Et je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, tout ça, j'imagine que Olivier, toi, ça te parle. Est-ce que peut-être tu peux nous parler un petit peu justement de ce que toi tu fais au sein de Respire et est-ce que vous avez pu voir par rapport justement à toutes ces normes, notamment, je sais que vous avez une position par rapport aux normes actuelles de l'OMS, donc si tu peux un peu nous expliquer tout ça. Oui, merci Vincent, merci à tous. D'abord, je voudrais dire que le combat sur le terrain juridique, il est extrêmement important. On voit donc l'exemple de cette jeune mère qui a réussi à gagner au tribunal à Londres. Et en fait, malgré certains hauts et certains bas, en France, on est aussi en train de mener ce combat sur le terrain juridique. Et on est bien obligé parce que l'État français ne fait à peu près rien. On est, nous, très en colère contre l'inaction de ce gouvernement. Et d'ailleurs, des gouvernements précédents, il n'y a pas de clivage politique fort là-dessus. Mais donc, on est en combat contre l'État français au niveau juridique. On a une trentaine, même presque 40 personnes qui ont porté plainte avec nous contre l'État sur des sujets relativement proches de celui de cette petite fille qui est morte de l'asthme. Alors, heureusement, c'est pas des morts, mais donc on a une quarantaine de procès dans toute la France au tribunal administratif. Pour l'instant, on n'a pas gagné. Effectivement, c'est des combats très longs, très difficiles, parfois très coûteux. Aujourd'hui, on a eu une demi-victoire qui a été la condamnation du gouvernement pour carence fautive. Ça veut dire que c'est le gouvernement est responsable de laisser faire les dépassements des normes de pollution. Donc, il y a des zones de non-droit. En fait, c'est ça que ça veut dire. Il y a des zones où la loi sur l'environnement, sur la pollution de l'air n'est pas respectée et l'État ne fait rien contre. Donc ça a été reconnu par les tribunaux administratifs. En revanche, le lien de causalité entre ces dépassements des niveaux de pollution et les souffrances, les maladies, les problèmes
des plaignants n'a pas été jugé suffisamment fort en première instance. Donc là, on est en appel. On va faire des appels à des expertises médicales. Donc il y a un combat juridique qui est en cours, vraiment sur le même type que ce qu'on a pu voir à Londres. Et puis il y a un deuxième combat juridique, entre autres, parce que nous, on a beaucoup de combats contre l'État sur ces sujets-là. Mais il y a un combat dont vous avez peut-être entendu parler, qui est effectivement l'ensemble des associations françaises engagées sur la question de la qualité de l'air, qui sont allées au Conseil d'État, donc c'est la plus haute juridiction administrative française, pour demander justement à l'État de mettre en œuvre des plans d'action pour lutter contre la pollution de l'air. C'est une démarche qui est dirigée, menée par les Amis de la Terre France. Le Conseil d'État en 2017 a déjà condamné le gouvernement, il leur a imposé de produire un plan d'action, ce que le gouvernement n'a pas fait. Et il y a quelques mois, on est retourné devant le Conseil d'État et le Conseil d'État a imposé au gouvernement une astreinte de 10 millions d'euros par semestre. C'est une somme jamais atteinte en France s'il ne justement prenait pas les mesures nécessaires. Le gouvernement n'a toujours pas réagi. Donc, on est face à un État qui essaye, pour l'instant, qui préfère en tout cas faire l'autruche, qui préfère provisionner des millions d'euros d'amende plutôt que de se lancer dans des programmes d'action suffisamment forts pour pouvoir agir et sauver les gens. Donc ça, c'est quand même choquant. Et il y a une communauté, disons, européenne et même mondiale, des actions, des ONG impliquées dans la qualité de l'air, et on suit au niveau légal ce que fait telle association et telle autre, et on essaye de s'inspirer les uns des autres pour pouvoir gagner. Et encore une fois, face à l'inaction de l'État, l'action en justice est la dernière de nos options. Et on y va, pas de dignité cœur, mais bon voilà, s'il y a que ça pour forcer l'État, on le fait. Donc ça, c'est la première chose à dire. Après, oui, pourquoi est-ce qu'il y a ces actions en justice? Parce que effectivement, il y a des dépassements des normes légales. C'est quand même aberrant. Qu'on parle de tolérance zéro pour certains sujets comme l'insécurité ou comme parfois la propreté ou plein d'autres sujets. Moi, je suis pour la tolérance zéro face au non-droit écologique, et surtout quand ça impacte la santé des citoyens. Et malheureusement, on n'y est pas du tout. Et les bilans sont effectivement gigantesques. On peut discuter des chiffres, mais bon, en France, c'est entre 50 et 100 000 morts par an. Donc, c'est de l'ordre du Covid. C'est chaque année. C'est-à-dire qu'on n'a pas attendu l'émergence d'un virus venu de l'autre bout de la planète. C'est chaque année, depuis des décennies, 100 000 morts, ou plusieurs dizaines de milliers de morts par an, dans une relative indifférence. Et c'est vrai que un de nos leviers d'action, c'est... et d'ailleurs, la mère de Rosamund le disait, c'est d'alerter, de sensibiliser, de faire prendre conscience aux gens de la situation. C'est comme s'il y avait une ville moyenne française qui disparaît, qui était rayée de la carte chaque année. C'est quand même dément. Et personne ne dit rien. Alors oui, la pollution, elle est invisible. On a l'impression de respirer un air pur. L'air, il est transparent. Mais en fait, il est chargé de toute une galaxie de molécules toxiques, et les victimes de la pollution de l'air, elles sont aussi invisibles, au sens que, oui, on sait qu'il y a des enfants qui ont des crises d'asthme en partie à cause de la pollution de l'air. On sait qu'il y a des personnes qui meurent d'AVC ou d'infarctus en partie à cause de la pollution de l'air. Les chiffres sont gigantesques. Il y a un tiers des infarctus et un tiers des AVC qui sont causés par la pollution de l'air. Ça veut dire que vous avez tous autour de vous quelqu'un qui est tombé dans la rue ou qui est mort à cause de la pollution de l'air. Sauf qu'on ne le sait pas, parce que c'est pas marqué, c'est pas forcément relié de manière évidente et sensible, mais les faits scientifiques sont têtus et ils sont là. Et puis, en plus, on est tous, même si on n'est pas dramatiquement atteint dans notre corps, même si on n'a heureusement pas de grosses crises d'asthme ou d'AVC, on perd tous en moyenne, en zone urbaine dense, autour de 1 an, parfois un peu plus, parfois un peu moins, selon les villes, 1 an d'espérance de vie. Donc, on est tous atteints dans notre chair, dans notre corps. Donc, c'est choquant. L'État ne fait pas grand-chose. Certaines collectivités locales, donc les villes, les régions,
agissent plus que d'autres. Alors, vous savez, à Paris, évidemment, que c'est un sujet, c'est un enjeu, et c'est d'ailleurs un sujet d'action commun avec entre Respire et Alternativa derrière ce groupe qu'on a appelé La rue est à nous. Mais il y a des actions intéressantes dans d'autres villes. C'est pas que Paris, mais c'est vraiment un problème majeur, et il faut en prendre conscience. Encore une fois, pour rebondir sur ce que disait la mère de Rosamund, s'emparer du sujet, c'est essentiel, s'approprier ce truc-là qui est quand même effectivement parfois un petit peu compliqué. Et c'est pour ça, et je crois que Vincent l'a dit au tout début, Respire, notamment, on diffuse des capteurs de pollution de l'air qui sont des outils super utiles pour chacun, pour justement visualiser au quotidien quels sont les niveaux de pollution auxquels chacun est exposé, comment est-ce qu'ils évoluent, et aussi comprendre justement avec ces chiffres, avec ces petits tableaux de bord qu'on a pour chacun, quelles sont les causes, quels sont les moments où on est plus exposé, moins exposé, comment faire justement pour agir, et c'est précieux. Et puis, alors, peut-être je parle des questions d'injustice sociale. Il y a effectivement une question super importante, un point super important, c'est qu'on n'est pas tous égaux devant la pollution. On n'est pas tous égaux d'abord parce qu'il y en a qui sont plus vulnérables que d'autres. Les enfants, tout particulièrement. Parce que notamment leur système respiratoire et immunitaire n'est pas arrivé à maturité, parce qu'ils sont plus petits, ils respirent plus près des pots d'échappement, et puis parce que proportionnellement à leur taille, ils respirent encore plus qu'un adulte, donc ils sont vraiment très exposés. Les personnes âgées, évidemment, parce qu'elles sont plus faibles globalement, et puis toutes les personnes qui ont des problèmes respiratoires, donc les asthmatiques, il y en a 4 millions en France, donc c'est pas du tout anecdotique. C'est absolument majeur. Et puis, il y a aussi des catégories de gens, alors on rentre dans les dimensions un peu médicales, mais ce qu'on appelle les BPCO, c'est les vieux fumeurs, très souvent. Il y en a 2 millions de personnes. Donc, ça fait déjà beaucoup de personnes à risque. On est presque un peu tous à risque. Il y a évidemment en plus tout ce qui est comorbidité avec le Covid. Maintenant, on sait que la pollution de l'air aggrave l'épidémie du Covid parce qu'elle fragilise les voies respiratoires. Donc, il y a beaucoup d'enjeux de santé spécifiques, mais donc on n'est pas tous égaux. On n'est pas tous égaux selon notre santé, mais on n'est pas tous égaux évidemment selon ce qu'on appelle notre exposition. Ça veut dire la quantité de pollution qu'on respire. Et ça, c'est directement lié à l'endroit où on habite. Évidemment, si on habite le long du périphérique ou le long d'une grosse route avec un trafic extrêmement important, évidemment, on va respirer plus de pollution que si on ouvre la porte sur un jardin, un parc, loin de tout trafic, parce que en zone urbaine, la cause première de pollution, c'est le trafic automobile. Et en zone urbaine dense, la deuxième cause, ça va être les feux de cheminée en hiver. Alors, c'est assez contre-intuitif, mais c'est vraiment un problème. Et la question, c'est, OK, alors, est-ce que cette exposition, elle est croisée avec des inégalités sociales? En fait, c'est beaucoup plus, c'est assez trompeur parfois, mais très clairement, il y a tout le quart nord-est de l'Île-de-France, par exemple, la proche couronne, qui est beaucoup plus polluée, et c'est des zones défavorisées socialement. Donc, c'est le 19e et le 20e arrondissement de Paris, c'est Bobigny, Pantin, Aubervilliers, La Courneuve, Saint-Denis, 93. Et effectivement, c'est des zones qui sont très défavorisées. Oui, alors si vous voulez, on peut peut-être voir une carte qu'on avait faite. Alors, je ne sais pas si vous la voyez à l'écran. On a fait la carte des écoles polluées en Île-de-France, donc les 12 000 établissements scolaires de la région. Et on a montré qu'il y en avait tout un certain nombre qui étaient donc exposés à des valeurs dépassant les normes légales. Donc, c'est quand même aberrant. C'est-à-dire que les écoles, les établissements scolaires en général, qui devraient être d'une certaine manière le temple de la République, c'est là où on crée les futurs citoyens. Donc, c'est quand même un lieu important. Et on aide les jeunes citoyens à grandir. Et ben, en fait, dans 60% des cas dans Paris, en 2017, on ne respectait pas les normes légales de pollution aux abords de ces établissements. Donc, c'est quand même complètement dément.
Alors, je fais court. On va parler des écoles. Sandra va parler d'un cas concret. Mais donc, la question sociale, elle est très importante, mais elle est un petit peu trompeuse, parce que oui, il y a un enjeu majeur dans le nord-est de Paris, mais en fait, même les riches respirent. Et en fait, donc ils sont aussi exposés à la pollution de l'air. Et en fait, la pollution de l'air, si on réduit, si on sursimplifie, elle est plus forte dans les zones hyper denses, donc en centre-ville, et elle est de moins en moins forte au fur et à mesure qu'on s'éloigne. Et en fait, aujourd'hui, alors ça dépend des pays. En Angleterre, c'est un petit peu différent, par exemple, en Allemagne aussi, mais en France, en général, les cœurs de ville sont plutôt des zones plus chères au niveau de l'immobilier, donc des zones plus riches. Et dans Paris, on a aussi des gens riches qui sont concernés par la pollution. Et les gens qui habitent à 10 km de Paris dans des cités pauvres vont avoir des niveaux d'exposition parfois plus faibles. Donc, en fait, il faut vraiment aller dans les détails, il faut vraiment regarder. Il y a une vraie injustice, mais qui est l'injustice de la ville aujourd'hui. On est dans une société où les villes sont très marquées socialement, avec des riches et des pauvres. Ça se retrouve évidemment dans l'accès aux soins, dans l'exposition à la pollution, mais c'est pas toujours tout noir ou tout blanc. Et donc, il faut se méfier. Ce qui est très important, c'est de se dire qu'il y a et là je finirai là-dessus, il y a une différence d'exposition, donc on est plus ou moins confronté à la pollution de l'air, mais il y a aussi une différence de prise de conscience et de volonté d'action. On sait, c'est hyper général dans tous les sujets environnementaux, que les gens qui sont socialement défavorisés ont moins tendance à s'emparer des sujets environnementaux parce que, pour le faire court, ils ont déjà tellement d'autres problèmes. Donc souvent, ils s'emparent moins de ces sujets-là. Et nous, à Respire, on est très actifs justement en banlieue, et c'est plus difficile en fait en banlieue que dans le cœur de Paris. Et ça, c'est un problème politique qu'il faut arriver à dépasser, parce que évidemment, quand on est pauvre et qu'on a des problèmes de pollution, on a vraiment la triple peine. Et ça, c'est pas acceptable. Alors, merci Olivier. Avec les discours de Sophie, on a plein de raisons d'espérer et maintenant aussi plein de raisons de s'inquiéter. Mais tu parlais de personnes qui se mobilisent et qui s'emparent du sujet, et du coup, on va donner la parole à Sandra, qui est parent d'élèves dans une école. Du coup, tu parlais aussi des écoles et du nord-est de Paris. Et Sandra est mère d'élèves mobilisés contre la pollution de l'air dans l'école Lesseps dans le 20e arrondissement de Paris. Donc, Sandra, je te laisse nous présenter ton cas, ton combat, les leviers d'action que vous utilisez, mais aussi les obstacles auxquels vous faites face dans ce combat. Oui, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Alors, en fait, je vais parler du cas concret des écoles Lesseps qui donnent, la problématique autour de ces écoles, c'est qu'elles donnent sur la rue de Bagnolet, qui est un axe très emprunté de Paris, par lequel passe énormément de trafic de transit, et que ce soit le matin ou le soir, pour se rendre à l'école, les enfants passent par un axe très pollué, avec en plus une difficulté d'accès parce que les trottoirs sont très étroits, donc là où il y a aussi un problème de sécurité qui se rajoute. Mais là, c'est pas le sujet, on est vraiment sur le cas de la pollution. Et c'est le cas, ce cas-là d'abord d'écoles très polluées, c'est le cas d'énormément d'écoles dans Paris, c'est ce que disait Olivier. Et la difficulté aujourd'hui, c'est effectivement de mobiliser et de sensibiliser les parents à cette question, parce qu'effectivement, c'est un problème, un fléau qui est invisible. Et les parents, quand on leur parle pollution, c'est vrai que c'est pas l'enjeu premier. Il y a tout un tas d'autres problèmes auxquels ils pensent quand on a un enfant scolarisé, aujourd'hui. Et c'est vrai que sur cette notion de justice sociale, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine crise sanitaire, et c'est une crise qui nous rappelle toute l'urgence qu'on a à agir et à se saisir de ces questions-là. Et paradoxalement, c'est très difficile de mobiliser les gens en cette période, parce que ils ont effectivement d'autres, on a tous d'autres choses à penser. Et effectivement, ce que disait Rosamund aussi
ce qu'elle dit, on pourrait tous le dire en tant que parents, c'est que voilà, c'est pas un sujet qui est en haut de la liste quand on a des difficultés par ailleurs. Et c'est ce que disait aussi Olivier, dans le 20e arrondissement comme dans l'Est parisien, dans les écoles, il y a beaucoup de parents pour qui c'est pas un problème, la pollution de l'air. Donc la difficulté, elle est vraiment là aujourd'hui, c'est de sensibiliser les parents. Donc on essaye d'en faire un sujet vraiment important, de le faire remonter lors des conseils d'école, d'essayer de vraiment parler de ces questions-là, de dire voilà, il faut utiliser des capteurs pour prendre des mesures, faut que les écoles en parlent à leur niveau, de sensibiliser les représentants de parents d'élèves pour que ce soit un sujet, et après du côté de la mobilisation, de voir dans chaque école comment faire remonter les problématiques. Or nous là concernant la rue de Bagnolet, on a monté un collectif d'habitants pour demander la création d'une piste cyclable, parce que on s'est dit que voilà, création de piste cyclable, c'était réduire la place de la voiture, et que sur cette rue-là où il y a des crèches et des écoles, ça réduirait le trafic et de fait la pollution. Donc on essaye en fait d'avoir des revendications un peu concrètes pour réduire la place de la voiture, et du coup on essaie de se coordonner avec les parents d'élèves d'autres écoles dans le 20e, Ménilmontant notamment, qui est aussi rue des Pyrénées, dont les écoles sont aussi très polluées. Voilà, on essaie de travailler de plus en plus ensemble, et c'est vrai qu'on se heurte, Olivier parlait tout à l'heure de l'inaction de l'État, on se heurte à l'inaction de la mairie de Paris qui, bien il y a quand même des choses qui avancent, il y a des écoles qui sont piétonnisées, mais voilà, les écoles qui sont piétonnisées, c'est des écoles qui sont dans des passages, c'est pas les écoles les plus polluées, et donc c'est vrai qu'on voit toujours ce décalage entre des élus qui nous disent on fait la révolution, on met plein de choses en place, et ce qu'on vit vraiment, parce que voilà, souvent il y a quand même une politique d'affichage autour de ces questions. Et c'est vrai que les écoles polluées, les plus polluées de Paris, restent polluées, et les piétonnisations ne se font pas là où les situations sont les plus critiques. Donc on se heurte quand même à l'inertie quand même des pouvoirs publics sur cette question, et de la mairie de Paris notamment. Donc voilà, c'est ça le principal obstacle, on peut dire, aujourd'hui. Sophie, tu voulais rebondir sur ce que disait Sandra ? Oui, merci. En fait, je voulais rebondir sur tous les deux ce que vous avez dit, Olivier et Sandra. Et puis déjà, bravo pour ce que vous faites, parce que sans vous, je pense qu'il n'y a pas grand-chose sur le terrain. Sans l'action de terrain, il n'y a pas grand-chose qui pourrait vraiment se faire. Je voulais simplement vous dire qu'en fait, ouais, c'est vachement dur, mais en fait, vous n'êtes pas du tout seul. Parce que ce que vous faites, il y a plein d'autres parents qui le font ailleurs. Et juste pour donner un tout petit exemple, que ce soit à Bruxelles ou même, je sais qu'à Lyon, il y a un cas très particulier d'une école juste sous un tunnel. Donc, c'est vraiment affreux aussi. Et en fait, il y a tout un tas de parents qui se mobilisent. Vous vous rendez pas forcément compte parce que vous le dites pas forcément entre vous, mais ça marche vraiment. Et effectivement, les capteurs, en fait, c'est hyper important pour rendre visible. Ce qui est invisible, ça a vraiment des impacts très forts. Et parfois, il suffit d'un exemple à un endroit qui est bien communiqué pour avoir un impact à cet endroit, mais à plein d'autres endroits. Et une particularité, c'est que dans la pollution de l'air, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est mais à qui la faute ? C'est qui le coupable? Et en fait, il y a toujours une espèce de balle qui est renvoyée, notamment, c'est très désagréable, c'est très cynique, entre les États, enfin les gouvernements et les villes. Et en fait, il faut bien reconnaître une chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est en fait dans les villes que le combat est vraiment mené. Et que c'est là vraiment que, en fait, les choses, enfin les victoires viennent, et que à partir de ce moment-là, on peut pousser les gouvernements à être un peu vexé, en fait, de voir que c'est les villes qui font beaucoup plus. Et alors, je ne veux pas vous dévoiler un grand secret, mais parfois, c'est juste une histoire de couleur politique. C'est-à-dire que Madrid, pour vous donner une idée, Madrid, c'était assez fou. À Madrid, donc ZFE, on dit en français, une zone à très faible émission, à faible émission, qui est mise en place par je crois, une municipalité plutôt, on va dire socialiste, je ne sais plus exactement. Derrière des élections municipales, et c'est le Parti populaire, donc en fait la droite qui gagne et qui veut revenir dessus. Ça a mobilisé énormément les gens sur place. Et en fait, aujourd'hui, c'est devenu un sujet hyper chaud entre les socialistes et le Parti populaire espagnol, à tel point qu'aujourd'hui, au niveau européen, ça arrive comme, OK, en fait, parce qu'il s'est passé ça à Madrid, eh ben, ils doivent régler leurs comptes tous ensemble. Et en fait,
à Bruxelles et du coup, ça a un impact sur beaucoup, beaucoup plus de gens. Donc en fait, ce que j'essaie simplement de dire, c'est peut-être vous avez l'impression que c'est difficile là où vous êtes et que bah oui, évidemment, on a autre chose à faire en fait que de se battre pour ça et pourtant on le fait quand même. Mais en fait, ce que vous faites là où vous le faites, ça a des impacts bien plus loin que ce que vous pensez peut-être. Voilà. Est-ce que du coup, Olivier, tu veux peut-être rebondir aussi sur ça et Oui. parler peut-être de la mobilisation plus globale des parents sur Paris? Oui, je voudrais dire une chose importante sur la qualité de l'air. En fait, la qualité de l'air, elle est très différente du changement climatique. Enfin, la lutte contre la pollution de l'air, elle est très différente de la lutte contre le changement climatique. Parce que la lutte contre le changement climatique, c'est un phénomène global, mondial, à l'échelle de décennies. On voit bien qu'il faut vraiment qu'on soit tous ensemble, parce que si nous, on fait des petits efforts, mais que les voisins ne font rien, ça serait quand même moins bien. C'est pas du tout la même démarche au niveau de la qualité de l'air. La qualité de l'air, c'est un phénomène hyper local. C'est-à-dire que on peut gagner au niveau d'une rue, on peut gagner au niveau d'une ville, et ça aura un impact. Et en fait, la pollution de l'air à 10 ou 50 mètres près, elle peut varier du simple au triple. Encore une fois, si on est juste devant un axe routier très circulant et derrière une petite rue au coin d'un parc. D'une heure à l'autre, évidemment, entre jeudi 18h et samedi matin 4h du mat, évidemment, la pollution, elle est très différente. Et en fait, ça veut dire qu'on a une marge d'action. Et si on réduit le trafic automobile à proximité, par exemple, des établissements scolaires, donc c'est la grande campagne qu'on mène ensemble, ça va avoir un impact. Et ça a un impact, et on peut le mesurer. Effectivement, placer une piste cyclable sur un axe routier à la place d'une piste, d'une voie pour les voitures, ça diminue considérablement, immédiatement, la pollution d'air. Donc, il y a vraiment des enjeux de bataille locale, et c'est ce qu'on essaye de faire avec toutes celles et ceux qui le veulent bien. Alors, nous, on est une association nationale, donc on a lancé la campagne sur les écoles, d'abord en Île-de-France, parce que c'était là où on avait commencé à faire notre carte des écoles, et surtout à Paris aussi, parce qu'on avait plus de parents qui étaient motivés. Mais c'est une action qu'on est en train de déployer dans le reste de la France. Et effectivement, c'est à la fois quelque chose de commun entre la rue Lesseps et la rue du Renard et la rue de Paris à Montreuil et l'école Servet dont Sophie parlait à Lyon, etc., qui sont tous des copains. Effectivement, on échange, on partage des expériences. C'est à chaque fois lié, et à chaque fois c'est séparé, parce que si on gagne, on va avoir vraiment un impact, et si on gagne pas, tant pis, on continuera. Mais on peut vraiment observer des changements concrets et pratiques, et à court terme, à condition d'arriver à gagner. Et alors, c'est vrai que on est tous ici, je pense, un petit peu surpris peut-être de ce qui se passe sur Paris, où on était très content parce que notre campagne avait réussi à convaincre la municipalité de s'engager à piétonniser les abords de 300 écoles sur la mandature, ce qui était gigantesque. On était super fiers d'avoir obtenu ça. Et bon, les résultats sont vraiment pas à la hauteur. Et pour rebondir sur ce que dit Sandra, effectivement, on a des situations très différentes entre des écoles qui vont être à proximité d'un axe routier très chargé et avec une situation extrêmement préoccupante. Et alors là, effectivement, on se doute bien que piétoniser, c'est plus compliqué. S'il faut couper une route à 6 voies ou voir le périph', évidemment, c'est plus compliqué que si c'était un établissement qui était déjà sur une petite ruelle, bien tranquille, sur le bord d'un jardin. Et c'est vrai que pour l'instant, la mairie, elle a fait effectivement, pour reprendre ce que disait Sandra, les choses faciles. Effectivement, les écoles où il n'y a pas de circulation, en gros. Et le problème, c'est de protéger les enfants qui sont vraiment en danger. Et les enfants vraiment en danger, c'est ceux qui sont dans les écoles à proximité des axes routiers denses. Et juste pour vous raconter une petite anecdote, et puis je passerai la parole.
la campagne que donc on a lancée sur la pollution aux abords des écoles, elle est née il y a 4-5 ans maintenant, parce que, un peu par hasard, on m'avait demandé de faire une intervention sur la pollution de l'air dans un collège, dans une classe de 4e, Port-de-Pantin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Port-de-Pantin, c'est l'endroit le plus pollué, je pense, de Paris. Et l'école était sur le périphérique. C'est-à-dire dans la salle de classe, on voyait le périphérique qui est à cet endroit-là et en hauteur. Évidemment, c'est une zone socialement défavorisée, donc les enfants, ils étaient toutes les couleurs. Évidemment, ils habitaient sur les bars qu'il y a autour du périph', et évidemment, ils allaient faire du sport sur les terrains de sport qui sont justement situés sur le périphérique. Donc, ils avaient vraiment tous les désavantages possibles. Et donc, je commence à leur parler un petit peu alors de la pollution de l'eau, on rigole, le pipi, le caca, ça pollue, etc. Okay, on commence à parler de la pollution de l'air. Et je leur dis, bon, ok, la pollution de l'air, ça crée des crises d'asthme. Est-ce que vous avez déjà eu des crises d'asthme? Est-ce que vous savez ce que c'est? Alors, est-ce que ceux qui ont déjà eu des crises d'asthme lèvent la main? Et là, il y a 8 enfants sur 25 qui lèvent la main. Ça veut dire plus d'un quart des enfants qui ont des crises d'asthme. Et honnêtement, je suis tombé de ma chaise. Je suis tombé de ma chaise parce que normalement, l'occurrence, c'est 10%. Et là, on était 2 fois et demi l'occurrence normale. Pour toutes les raisons, cette proximité avec l'axe routier. Et c'est horrible parce que donc les crises d'asthme, bon, ça, parfois, quand c'est tellement grave, ça peut amener la mort. Donc, c'est le cas de cette petite fille anglaise. Mais bon, c'est pas toujours le cas, heureusement. Mais les crises, elles peuvent être très violentes. Elles peuvent amener les parents à emmener en urgence vitale, les enfants à l'hôpital parce qu'ils peuvent plus respirer et les petites ventalines là, elles suffisent plus. Donc ça peut dire aussi des infections respiratoires. Alors pour les tout petits, c'est les bronchiolites. Pour les plus grands, c'est autre chose. Ça peut être une classe, mais ça peut être des infections qui peuvent empêcher les enfants d'aller à l'école parce que pendant plusieurs jours, ils seront malades. Et on perturbe, on bousille la vie des enfants et puis de leur famille aussi, des parents qui sont autour. Et c'est pas acceptable. Voilà, c'est pas acceptable. Surtout quand on sait qu'effectivement on peut faire des choses. Merci Olivier d'avoir rappelé la dimension justice sociale qu'on voulait vraiment aborder dans cette conférence parce que c'est ce que l'histoire de Rosamund dit. Elle venait aussi d'un quartier très défavorisé et dans la périphérie de Londres. Je ne sais pas si Sophie, tu veux rebondir, notamment sur les enjeux, le lien entre la justice sociale et comment les inégalités s'expriment au travers de la pollution de l'air et peut-être rappeler quelques chiffres parce que c'est super important d'insister sur ce point. Vous l'avez dit que c'était compliqué de parler, c'est pas si binaire que ça, mais je pense qu'il y a quand même des tendances à rappeler. Donc Sophie, je te laisse nous en parler un peu. Merci. Alors sur les inégalités sociales, c'est très clair que de façon générale, les statuts socio-économiques, comme on appelle ça de façon super glamour, c'est un des déterminants majeurs de la santé. De façon générale, pas juste pour la pollution de l'air. Et donc, il y a une dimension qui est quand même particulière ici, c'est qu'on ne choisit pas. On ne peut pas couper tout seul le robinet de la pollution de l'air. Donc, à partir de ce moment-là, ça devient un enjeu vraiment de politique publique. Et donc, il y a des gens qui ont des comptes à rendre, en fait. Vraiment, très clairement. Et ces gens, ils existent. C'est des vraies personnes. Et c'est des gens qui décident de ne pas faire, très souvent. Qui pourraient décider de faire, mais qui décident de ne pas faire. Et alors, peut-être que je vais introduire un petit peu de polémique. Je me dis, allez, à une demi-heure de la fin. Je suis pas tout à fait d'accord avec Olivier quand il dit que c'est pas, que c'est surtout local. Oui, notamment pour la pollution liée au trafic, c'est vrai que c'est notamment local, enfin que c'est très particulièrement local parce que c'est une pollution qui se disperse peu. Donc une fois il y a la combustion qui a lieu et c'est là que l'exposition a lieu et là c'est vraiment très mauvais au sein même des voitures parce qu'on oublie de dire que être soi-même conducteur, c'est s'exposer soi-même énormément, évidemment.
et que tout le monde n'a pas forcément aujourd'hui accès à des modes de transport qui ne seraient pas motorisés. Donc il y a une dimension énorme là-dessus. Mais du coup, ça veut dire que l'enjeu, il n'est pas que local. En fait, l'enjeu, c'est aussi les infrastructures dans un pays et au-delà du pays maintenant. Et donc les infrastructures de transport, notamment, dépassent en fait la question locale. Les infrastructures énergétiques, de production énergétique. Alors je sais, en France, c'est beaucoup moins un sujet, mais notamment à l'est de l'Europe, le charbon qui continue à être brûlé pour le chauffage, en Pologne notamment, mais pas que, aujourd'hui pollue énormément. Et ça, c'est pas au niveau des villes qu'on peut régler ça tout seul, malheureusement. Et une autre dimension aussi, c'est qu'on a des pollutions qui sont, alors en anglais, je sais, mais en français, je sais pas, qui traversent des grands espaces, on va dire. Et notamment, justement, les pollutions liées à ce charbon. Et donc, quand on va regarder ce qui se passe notamment, par exemple, du côté de la Turquie ou du côté des Balkans, on a là-bas des centrales qui viennent polluer, en fait, jusque la France, par exemple. Donc, en fait, là, il y a une dimension internationale, vraiment. Donc, j'insiste, en fait, là-dessus, sur, oui, le combat juridique, il est essentiel. Et c'est pour ça que je vous dis, en fait, on est tous collègues, parce qu'en fait, on fait tous des choses à des endroits différents. Mais à un moment donné, ça ne suffit pas d'être uniquement sur du local. C'est vraiment les gouvernements qui doivent prendre des décisions internationales. On ne peut pas se limiter malheureusement à ce qui se passe au niveau d'un quartier. Est-ce que, Olivier, tu veux réagir à ça peut-être? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de répondre. On est plutôt d'accord. Je sais que la pollution est extrêmement locale et ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse agir, et y compris les infrastructures de transport, c'est des enjeux locaux. Alors, on peut discuter à quelle échelle, mais c'est des enjeux locaux. Le périphérique, la 1, la 3, la 86, les autoroutes. Et c'est vrai qu'en France, le secteur du chauffage et de l'énergie est très peu émetteur de pollution d'air. On est face en France à un problème, c'est qu'il y a l'État n'a visiblement pas envie de s'emparer de ce sujet-là, et je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça qu'il est peut-être intéressant de comprendre. La première, c'est que il a été refroidi par l'affaire des Gilets jaunes. On comprend qu'il le soit, mais et vous savez vous vous souvenez que les Gilets jaunes, ça a commencé par une question de taxation sur le diesel, et donc de questions de pollution de l'air. Et c'est pas nouveau. En fait, tous les gouvernements qui, depuis plus de 20 ans, ont essayé de modifier la taxation sur le carburant ou de toucher un petit peu au lobby du transport automobile, ont été confrontés à des mouvements très puissants qui les ont souvent fait reculer. Alors, c'était les bonnets rouges avant les gilets jaunes, vous vous souvenez peut-être. Mais donc, c'est très compliqué, et il y a évidemment une gestion politique de la situation qu'il faut appréhender. C'est pas la seule raison. La deuxième raison, c'est quelque chose d'assez typiquement français. C'est que le ministère de la Santé ne s'intéresse pas aux questions de santé environnementale, ce qui est absolument dommageable, je pense, pour notre santé à tous. En gros, quand il y a un problème de pollution de l'air, c'est le ministère de l'Environnement qui s'en occupe. Mais c'est complètement absurde comme situation. C'est comme si on disait, regardez, la cigarette, finalement, ce sont que des plants de tabac. Donc, c'est le ministère de l'Agriculture qui devrait s'en charger. De la même manière, l'alcool, c'est du houblon ou d'autres plantes, du vin, du raisin. Donc là encore, c'est pas du tout le réseau de la santé française qui devrait s'en occuper. C'est qu'une question agricole. On est dans une logique complètement folle, liée à l'histoire du ministère de la Santé en France. On voit qu'il a un certain nombre de problèmes d'organisation. La gestion de la crise du Covid n'est quand même pas exemplaire. Mais c'est un problème structurant en France que le corps médical et l'administration médicale française ne s'emparent pas de ce sujet-là, voire il est parfois assez hostile, et ça bloque beaucoup de ce qu'on pourrait faire. Et puis, il y a évidemment tout ce qui est l'industrie automobile. Alors, l'industrie automobile, elle a pendant très longtemps
très activement agi contre la prise de conscience sur la pollution de l'air. Il y a des histoires, alors je reviens un petit peu à l'histoire des années 80, des rapports très importants de lanceurs d'alerte qui ont été étouffés par l'industrie, très clairement. En 90 aussi. Il y a eu aussi le Grenelle de l'environnement où à l'époque, l'industrie automobile a réussi à convaincre des gens qui étaient peut-être de bonne foi, donc qui étaient dans le Grenelle et qui ont installé une prime en faveur du diesel. À l'époque, on pensait que c'était bon pour lutter contre le changement climatique. On voit la catastrophe que ça a amené en termes de santé publique en France. Donc il y a un réseau de facteurs politiques très forts. Et je pense qu'il faut pas négliger tout ça, mais encore une fois, on peut gagner. Il y a encore une fois au niveau du pouvoir local plein de choses qui se passent. Là, vous savez peut-être, on est en cours là de négociation sur la loi climat. Alors évidemment, ça va pas du tout aussi loin que ce qu'on pourrait vouloir, mais il y a un certain nombre de choses qui se passent sur le vélo notamment. Et évidemment, c'est des bonnes nouvelles. Donc voilà, il y a plein de choses à faire, y compris au niveau national. Très bien, merci beaucoup pour tous ces compléments de réponse, je veux dire. On va essayer, vu qu'on commence déjà à se rapprocher de la fin, malheureusement, de prendre un petit peu les questions des gens qui sont sur le live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, surtout sur la page Facebook, enfin sur le live Facebook, pardon, qu'on va essayer de prendre et puis de répondre à un maximum d'entre elles. Alors, il y a notamment une question de Pascal qui demande pourquoi aussi peu de connaissances de cette véritable pandémie, avec tous les problèmes qu'on a expliqués jusqu'à maintenant. Peut-être Sandra, vu que tu as un engagement qui est plus récent et surtout qui est peut-être moins marqué qu'Olivier et Sophie, toi, qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça et qu'est-ce qui t'a motivé du coup à agir sur cette question? Tout simplement l'air. Après, peut-être que c'est les témoignages aussi de parents et de médecins quand on va chez le pédiatre et qui nous dit qu'il y a de plus en plus d'enfants asthmatiques, des parents qui nous disent que voilà, certains même doivent quitter Paris parce que leurs enfants font des graves crises d'asthme, ce que disait Olivier tout à l'heure, de voir que y a énormément de gens et d'enfants qui sont malades de cette pollution. Et de voir aussi la directrice de l'école qui dit qu'il y a de plus en plus d'absences aussi liées à des problèmes d'asthme. Donc c'est ça qui m'a vraiment fait prendre conscience du problème et de voir aussi que le matin quand on va à l'école, nos enfants sont écrasés par tout ce trafic automobile. Voilà, il y a le bruit, il y a la place en tant que piéton et puis aussi donc cette affaire de pollution. Donc c'est un peu des cas concrets vraiment qui m'ont fait prendre conscience de tout ça. Et depuis que je suis maman, parce que je vivais à Paris avant, et c'est vrai que je n'avais pas vraiment conscience de tout ça, quoi. C'est vraiment le fait d'avoir des enfants qui m'ont fait prendre conscience. Et c'est le cas de beaucoup d'autres parents aussi, parce que comme en en discutant, c'est ce dont on se rend compte vraiment. Merci Sandra. Il y a une question de Jonathan qui demande: à part des actions en justice, je ne vois pas beaucoup de solutions vu que l'État laisse faire ou est pris en otage. Argent avant la santé pour ces entreprises qui polluent. Les actions coup de poing n'ont plus l'air de faire effet. Du coup, est-ce que vous pourriez peut-être un peu développer sur les leviers d'action? On a parlé de l'action en justice. Est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas, si chacune veut prendre la parole à ce sujet, les autres leviers d'action possibles et notamment, qu'est-ce que vous pensez des actions directes et voilà, autres que les actions en justice? Je ne sais pas si Sophie, tu veux commencer. Merci, mais bien sûr que si, en fait, il y a plein d'actions possibles et elles sont toutes complémentaires et il n'y a pas de petite action. Déjà, ça c'est vraiment, faut bien se dire ça clairement. La première action, c'est de ne pas prendre votre voiture, déjà. Mais deuxièmement, en fait, il y a quelque chose qui est en train de se passer, peut-être je ne l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la communauté du soin, en fait les médecins, généralistes notamment, sont de plus en plus intéressés par ce sujet. Effectivement, comme a dit Sandra, c'est là
qu'il y a une prise de conscience qui est en train de se faire est vraiment majeure. Et ça, je peux en témoigner de par la communauté en fait qui est la mienne. Il y a vraiment de plus en plus de prise de conscience de ce niveau-là. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout seul, qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs. Et dans des problèmes qui concernent plusieurs, eh ben, il faut être plusieurs. Donc, en fait, tout seul, c'est très compliqué et c'est très, très angoissant. Et c'est pour ça que je dis vraiment, rejoignez, si vous avez envie de vous engager là-dessus, rejoignez des collectifs qui sont déjà là, parce que ça va vous faire du bien, parce que vous vous sentirez moins seul face à un truc énorme et vous aurez l'impression, et vous aurez raison, parce que vous arriverez à faire des choses ensemble. Maintenant, des choses très concrètes. Interpeller les ministres, c'est à la portée théoriquement de tout le monde, mais quand c'est structuré, c'est encore mieux et ça marche beaucoup mieux. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Olivier, les ministères de la Santé. Très clairement, c'est pas que en France que c'est comme ça. Malheureusement, il y a pas mal d'autres États membres en Europe où le ministère de la Santé ne se sent pas forcément saisi du sujet, mais en fait, le ministère de la Santé, il se sent beaucoup plus saisi du sujet quand c'est des médecins qui lui parlent. Et en fait, là, c'est exactement ce que nous faisons, en fait, c'est de mobiliser le secteur de la santé parce que ce secteur-là a des choses à dire. Alors, c'est un petit peu comme les patients, en général, ils n'ont pas trop le temps de faire autre chose que ce qu'ils font normalement, mais ils sont aussi structurés dans des associations et voilà, dans des structures plus collectives. Et donc ça, c'est des personnes qui ont vraiment voix au chapitre et qui peuvent vraiment avoir un impact. Interpellez vos députés européens, interpellez vos députés et vos sénateurs en France. Ça marche. Là, je crois qu'il y a des élections qui se préparent très bientôt. Voter, ça compte. Voter, c'est vraiment important. Et donc, là où, et de s'assurer que les candidats s'engagent. Ça, c'est aussi très, très important. Je ne sais pas exactement comment ça va se passer en France, mais il reste une fenêtre de tir là, maintenant, tout de suite, pour pousser les prochains exécutifs régionaux à agir, parce que eux aussi, ils peuvent avoir des compétences. Il n'y a pas de petite victoire, il n'y a pas de petites compétences. La pollution de l'air, elle se gère à tous les niveaux, y compris régional, en fait. Parce que, bon, si je me souviens bien des compétences en France, les régions peuvent faire des choses, notamment côté transport, et demander plus de place pour les piétons. Parce que la question de la voiture, c'est pas qu'une question de la pollution, c'est une question de la place. Et ce qu'on dit, nous, c'est les voitures prennent beaucoup trop de place aujourd'hui dans les villes. Ce dont on a besoin pour être en bonne santé, c'est pas qu'une histoire de moins de pollution, c'est aussi aller mieux et aller bien, c'est de mieux bouger. Et pour mieux bouger, on a besoin de place. C'est bête et méchant, mais c'est vraiment quelque chose de très concret. Merci Sophie, et c'est notamment, tu fais bien de parler de l'échelle régionale parce que ce sera l'objet de la prochaine conférence de ce cycle, et aussi comme levier d'action, il y a rejoindre des associations comme Alternatiba qui se mobilisent. Olivier, est-ce que tu veux réagir notamment à ça sur les leviers d'action et ce qui est possible de faire très concrètement pour dénoncer et demander à nos gouvernements de rendre des comptes? Oui, effectivement, il faut, si on veut agir, il faut être plusieurs, et dans ce cas-là, il faut adhérer aux associations. Alors, Alternatiba, c'est bien, Respire, c'est très 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 bien. Chacun va où il veut, mais effectivement, il y a tout un tissu associatif qui est en fait très actif et qui fait plein de choses. Donc, en fait, c'est facile d'agir. Il faut juste se dire, je vais passer à l'acte. Et alors là, vous regardez sur Internet, vous comparez un petit peu les différents groupe, et puis vous allez en trouver un qui va vous correspondre, parce qu'il y a plein de choses qui se passent, alors pas assez fortes, mais il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein d'associations, on est quelques-uns ce soir, mais il y en a plein d'autres. Greenpeace fait d'autres choses, VVF fait d'autres choses, il y a plein d'associations, donc à vous de trouver où votre sensibilité va vous amener, mais il y a plein de choses à faire. Et nous, alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, Respire. Donc, on a initié cette grande campagne de lutte contre la pollution aux abords des écoles. Alors, il y a un boulot immense à faire. Et c'est super intéressant. Alors, d'abord, c'est super intéressant si vous êtes des parents, mais j'ai cru comprendre que c'est pas forcément la tranche d'âge des gens qui nous regardent ce soir. Mais bon, si vous êtes parents, comme Sandra, vous avez un intérêt évident. Moi, je suis un jeune parent aussi. Je suis un parent, en tout cas, j'ai des petits-enfants. Il y a un impact évident, mais c'est super intéressant parce que ça pose la question de la place de la voiture en ville. Et on commence par parler des écoles, mais derrière, on a envie de parler de tout le reste. Mais on va commencer par les écoles parce que c'est l'endroit sur lequel c'est le plus facile d'agir.
Parce que les politiques, les maires d'arrondissement, quand vous leur dites, là, vous êtes en train d'empoisonner 500 enfants dans cette école, ils peuvent pas dire, si, on va y aller. Non, non. Ils sont obligés de trouver des excuses pour justifier qu'ils ne font rien. Mais ils peuvent pas défendre cette situation-là. Et c'est vraiment quelque chose qui dépasse même les barrières politiques, même les maires de droite, parce que dans Paris, il y a des arrondissements de droite, mais même les maires de droite, quand on leur dit, écoutez, regardez, là, il y a des écoles, il y a des enfants qui sont empoisonnés, il y a des enfants qui risquent de se faire renverser, il y a des enfants qui sont perturbés par le bruit incessant des voitures, parce que tout est lié, eh ben, ils sont obligés de dire qu'ils ont envie de faire quelque chose. Et on a un levier très puissant. Après, ce qu'il faut faire, et c'est là où ça demande des compétences, mais justement, vous en avez peut-être, vous qui nous écoutez, vous avez peut-être envie d'en acquérir aussi, eh ben, il faut pouvoir proposer des solutions. Il faut pouvoir dire, eh ben là, on va analyser le plan de circulation, on va analyser le tissu urbain et on va dire, par exemple, on va proposer une piste cyclable ici plutôt que là. On va proposer des changements dans les feux rouges, dans les sens interdits, dans la place des places de stationnement. Notamment, on a une grande campagne pour supprimer des places de stationnement, en particulier devant les écoles. Ce qui est complètement aberrant qu'il y ait un garage à moto, donc hyper bruyant, juste devant les fenêtres d'une école. C'est aberrant. Donc, tout ça, c'est des petites victoires qu'on peut obtenir. Et alors, il faut, soit vous pouvez nous demander à nous, soit vous trouvez autour de vous des collectifs, il y en a plein, de parents ou de personnes concernées, pour justement avoir cette action locale. Il y a aussi la question des capteurs. Encore une fois, c'est un outil majeur aujourd'hui. Si vous installez des capteurs chez vous et autour de vous, avec vos amis, vous allez créer en fait un réseau de citoyens qui vont être des vigies, et qui vont être d'abord en capacité de se former, de comprendre, parce que c'est une dimension importante de la pollution de l'air. C'est un sujet un peu technique, donc il faut prendre le temps de se renseigner. C'est comme le changement climatique. On ne s'improvise pas expert en changement climatique du jour au lendemain. Mais vous allez créer un réseau de gens qui vont surveiller en permanence et qui vont pouvoir après aller voir les pouvoirs publics en leur disant, regardez, dans ma rue, là, tous les jours, entre 8h et 10h du matin, j'ai un pic à cause évidemment des livraisons, des voitures, etc. Et c'est justement à l'heure où, par exemple, mes enfants vont à l'école, ou c'est justement l'heure à ceci, ça. Vous pouvez objectiver le problème, et ça fait super mal aux décideurs. Et donc, il faut leur mettre la pression. C'est un outil très puissant. Après, il y a toutes les campagnes, les pétitions, les manifestations, les actions plus ou moins directes qu'on mène notamment avec Alternatiba, et qui sont utiles parce qu'elles marquent. Alors, moi, je pense que ça suffit pas même de faire une jolie action un peu coup de poing pour emporter une décision, mais évidemment, ça s'ajoute à tout l'ensemble des mouvements qui sont en branle, et ça peut aider des parents qui sont peut-être dans une impasse parce qu'ils n'arrivent pas à convaincre leur mairie. Là, tout d'un coup, boum, un groupe de militants qui fait une opération coup de poing, ça va donner de la force à un mouvement. Il y a tout ce qui est gestion globale de la mobilité, donc évidemment les vélos, donc tout ce qui est mouvement cycliste. Alors il y a les associations que vous connaissez sans doute, MDB, la FUB, enfin il y en a plein de gens qui agissent concrètement, qui aussi font pression au niveau des collectivités pour changer l'espace public, de donner plus de place aux mobilités douces, comme on les appelle, et moins à la voiture. Nous, on est aussi évidemment impliqués là-dedans. On est très impliqués sur le trottoir, parce que c'est un enjeu qui est justement malheureusement pas assez défendu aujourd'hui. Il y a plein de choses à faire. Donc la question n'est pas comment faire quelque chose, c'est parmi tout ce qu'il y a à faire, comment est-ce que vous allez choisir ce qui vous correspondra mieux, là où vous allez vous amuser plus qu'ailleurs, là où vous allez être plus à l'aise, mais il y a 200 000 choses à faire. Et vous pouvez donc adhérer à Respire et nous rejoindre dans nos combats, évidemment. Merci Olivier. Apparemment, ça en a inspiré plus d'un et plus d'une, puisqu'on a eu des messages de personnes qui souhaitent se mobiliser et qui demandent des leviers d'action concrets. Donc, on reviendra vers ces personnes-là. On va devoir conclure. Je ne sais pas si Sandra, tu veux rebondir sur ce qui a été dit et parler notamment d'une action que vous avez menée pour l'école. Enfin, voilà ce que... Voilà, et
les perspectives que vous avez pour l'école l'ESSEPS. Oui, pour rebondir, et c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait des personnes qui ont envie de se mobiliser, c'est ça, c'est sur cette capacité à se mobiliser. C'est important d'agir au niveau local. Enfin, effectivement, on peut bouger des choses avec ça. Et s'il y a un message qu'on peut et qu'on doit faire passer aux gens qui nous écoutent, c'est ça, c'est saisissez-vous de cette question comme vous pouvez et là où vous êtes. Et il y aura des appuis. On peut effectivement s'appuyer sur Respire, Alternatiba et La Rue est à nous qui sont des grands soutiens. Là encore samedi, au 10 avril, on a fait une Vélorussion. On était très peu nombreux, mais on avait leur soutien. Voilà, on a communiqué dessus et l'important c'est de montrer qu'on reste mobilisé. C'est pas toujours facile, mais voilà, c'est important de se dire que si on se mobilise, si tout le monde se mobilise sur cette question là où il peut à sa petite échelle. Au bout d'un moment, ça sera quand même important et c'est comme ça aussi qu'on peut bouger les choses. Voilà, c'est une belle conclusion, je pense. Ouais, merci Sandra, qui du coup me donne la perche parfaite pour conclure tout ça. Déjà, merci, un grand merci à toutes et tous les trois pour votre participation à cette table ronde. Merci encore une fois du coup à Rosamund pour nous avoir offert ce témoignage et avoir alimenté cette discussion. Évidemment, du coup, merci à la base pour ce live, ainsi qu'à toute l'équipe technique qui a pu organiser ça et aux personnes qui ont géré la modération du live sur Facebook. Comme l'ont dit Olivier et Sandra, n'hésitez pas à vous engager, il y a plein d'associations. Je vous redirige vers le site de Respire, respire-asso.org, si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'ils font et les soutenir ou vous engager chez eux. Il y a aussi du coup la carte des écoles polluées dont on a pu parler tout à l'heure, si vous voulez un peu voir la situation dans l'école de vos enfants ou autour de vous. C'est toujours très instructif. Évidemment, si et Sophie qui me glisse dans le chat, présentez-vous aussi aux élections. En effet, le levier politique reste un levier extrêmement important. Donc gardez ça en tête. Si vous souhaitez vous engager au sein d'Alternatiba Paris, il y a toujours on cherche toujours du monde et au sein de la coalition La Rue est à nous, donc qui est composée de, comme je disais en introduction, d'une dizaine d'associations, dont Respire, dont Greenpeace Paris, dont Extinction Rebellion Île-de-France et plein d'autres. On sera très content de vous voir parmi nous. Si vous souhaitez des informations, on a notre site internet larueetanou.fr. Comme a pu le dire tout à l'heure Maider, on n'est pas du tout là on est sur la première table ronde d'une série de tables rondes qu'on souhaite organiser autour de la pollution de l'air. Et donc les prochaines porteront sur les régionales et sur les leviers d'action. A priori, même si la date n'est pas encore fixée, on essaiera de faire la prochaine début mai, donc on vous tiendra au courant. Et du coup, ça me permet de faire la dernière transition, de nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à suivre les pages Facebook, Twitter et Instagram d'Alternativa Paris. Évidemment, idem du côté de Respire et de Hell. Et du coup, je redonne la parole à Laurine pour conclure tout ça. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci Vincent. Tu as déjà remercié pas mal de monde. Du coup, j'en profite pour te remercier toi Vincent et Maider pour l'animation de ce soir et pour l'organisation de ce live. Donc ce live restera visible et visionnable sur notre page Facebook ainsi que sur notre page YouTube. Donc n'hésitez pas à le regarder et le partager autour de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à participer à prix libre sur notre site web. En rendez-vous jeudi prochain, le 22 avril, au même endroit, même heure, pour un événement sur l'alimentation du futur. Bonne soirée.